Alors, sur Boursorama, on voulait vous parler des performances décevantes, des placements anti-impôts, des placements défiscalisants avec vous, Gilles. Bonjour. Bonjour David. Gilles Pouzin, fondateur du site de la déontologie financière, déontofi.com. Enquête que vous avez écrite, menée pour Le Monde. On parle de quoi en fait quand on parle des placements anti-impôts? Les FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation, les fonds de placement de proximité, c'est ça? Voilà, les fonds d'investissement de proximité, voilà, les FIP et les FCPI. Censés investir dans des PME, censés réduire, pour le coup, c'est une réalité, notre impôt sur le revenu, et à la fin, on devait être gagnant. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, c'est plus nuancé, hein, ouais. Parce que, donc déjà, il faut bien rappeler qu'il s'agit... Il y a à boire et à manger. Il faut bien rappeler déjà qu'il s'agit des fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI, et malheureusement, il y a une grande confusion parce qu'il y a aussi les SCPI, le F, le S, qui sont des placements immobiliers. Ça, donc, pour le coup, il n'y a pas de sujet. Enfin, voilà. En tout cas, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas le même. Ouais. Les fonds communs de placement dans l'innovation, ce sont des fonds qui investissent dans des PME, donc des petites entreprises innovantes. Et donc, qui les finance en apportant des capitaux pour des augmentations de capital afin de les aider à se développer, à croître et dans l'espoir. C'est bon pour l'économie réelle, c'est très bon pour l'économie, pour l'emploi et surtout pour les gérants de ces fonds d'investissement d'ailleurs. Voilà, donc en gros, je disais, il y a à boire et à manger côté rendement parce qu'on nous a dit pendant longtemps qu'on faisait ce fameux coup double. Vous baissez vos impôts et à la sortie, vous avez tout à fait. Alors, les FCPI ont été lancés en 1997 et les fonds d'investissement de proximité en 2003, au départ avec 25% de réduction d'impôts. Et puis, depuis 2012, il y a eu un petit rabotage des niches fiscales. Et voilà. Et donc, maintenant, c'est plus que 18%. Alors, 18%, c'est quand même déjà pas mal, hein, puisqu'on peut mettre 12 000 euros par contribuable en FIP et en FCPI. Donc, ça fait quand même 24 000 euros sur les deux, et puis 48 000 euros pour un couple. Donc, ce qui permet d'avoir quand même une réduction d'impôt substantielle de 8 640 euros si on fait le maximum. Alors ça, c'est pour les FIP et FCPI classiques. Et puis, il y a les FIP Corse et Outre-mer. Et là, c'est le double. On a 36% de réduction d'impôt sur le revenu. Bon, mais le problème, effectivement, c'est qu'est-ce qu'on a de l'autre côté au niveau performance. France Invest, ils ont communiqué sur les rendements. Ils nous disent 10% par an depuis l'origine. Pourquoi ça vous chagrine? Vous ne croyez pas, on nous ment? Tout à fait. Alors, non, on ne nous ment pas du tout. C'est très intéressant, l'étude de France Invest, 9,9% de taux de rendement interne. Et avec quand même de grandes variantes. Alors, il faut rappeler que France Invest est l'association du capital investissement. Le capital investissement, c'est-à-dire tout l'investissement par des fonds dans des entreprises non cotées, n'est pas forcément les mêmes que les FCPI et les FIP. Il y a aussi des gros investisseurs qui investissent dans des sociétés non cotées de beaucoup plus grosse taille et également tout ce qui est capital transmission. Les transmissions d'entreprise avec effet de levier quand elles sont rachetées avec un effet de levier du crédit, le fameux leverage buyout, les LBO. Ouais. Donc alors, quand on regarde à l'intérieur des performances qui sont communiquées par France Invest, on s'aperçoit déjà que le capital transmission, c'est 14% selon leurs calculs, et le capital innovation, par an, et le capital innovation, 1,9%. Donc déjà, on n'est plus tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur. Et donc les FCPI se rapprochent plus du capital innovation, avec cette contrainte supplémentaire de l'avantage fiscal qui les oblige à respecter un certain nombre de règles. Et du coup, effectivement, on a regardé les performances. Enfin d'ailleurs, c'est le magazine Le Particulier qui a recensé quasiment 1000 fonds, voilà, qui a fait ce travail. Une grosse base de données pour le coup. Qui a une grosse base de données. Et moi, je suis allé explorer cette base de données. Et voilà. Et voilà. Et refaire des statistiques à l'intérieur. Et je me suis aperçu que sur les 1000 fonds, il n'y en avait que 217 qui ont été remboursés. Alors les autres, ce qui n'est pas anormal aussi, ce qui n'est pas forcément anormal, puisqu'il y en a qui sont encore en cours de gestion. Voilà. Mais sur les 217 qui ont été remboursés, il y en a quand même pas mal déjà qui ont été remboursés en retard. Et puis surtout, il y en a qui ne sont pas remboursés parce qu'ils sont encore en retard, qui n'arrivent pas à rembourser leurs capitaux. Et alors dans ceux qui ont été remboursés... C'est gravissime, c'est-à-dire que beaucoup de sociétés de gestion ont du mal à rendre leur pognon aux clients. Oui, parce que malheureusement, c'est beaucoup plus facile d'acheter que de vendre des actions de PME. Donc, ils sont collés, ils n'arrivent pas à les sortir. Ils sont collés, comme on dit effectivement familièrement sur les marchés financiers, ils sont collés, c'est-à-dire qu'ils ont des titres qu'ils n'arrivent pas à vendre. Et donc, ils ne peuvent pas liquider le fonds et restituer l'intégralité des capitaux aux investisseurs. Alors, sur ceux qui ont été liquidés, donc à peu près 20% des fonds, là, on a un grand échantillon. 20% de 277.
Non, non, non. 217 fonds, c'est-à-dire à peu près 20% des 1000 fonds qui sont dans la base de données. Ceux-là, ils ont été liquidés. Ceux-là ont été liquidés. Et alors, sur ces fonds, on a une performance moyenne de moins 6%, un peu moins, de moins 5,9%. Ah, super. Voilà. Une perte, donc. Oui, mais il y avait l'avantage fiscal. Il y avait l'avantage fiscal. Donc, ce n'est pas forcément une perte totale, même quand on est à zéro de performance financière. Ouais. C'est pas l'acquis non plus. C'est pas un acquis non plus. Et puis, ça dépend de l'avantage fiscal qu'il y a eu, qui varie entre 25% et 18%. Et alors, dans ceux qui ont été liquidés avec des gains des pertes, on a un échantillon qui va de plus 87% pour le meilleur à moins 98% pour le moins bon. Donc ça veut dire pas se tromper, pas se louper. Il ne faut pas se louper. Il y en a quand même la moitié qui ont été avec des gains. Ouais. Donc c'est pas forcément catastrophique pour tout le monde. Dernière question, et c'est lié. Quelles sont les maisons de gestion qui ont tiré leur épingle du jeu, qui ont fait leurs preuves et qui mettent qu'on leur fasse confiance pour le coup? C'est très difficile puisque ça dépend beaucoup des fonds, des années, etc. Mais moi, ce que j'ai essayé de regarder, c'est il y a des fonds qui sont très bons, mais quand on regarde l'ensemble de la gamme, on s'aperçoit que la société de gestion a plutôt plus de fonds perdants que de fonds gagnants. Donc, ceux-là, je ne les ai pas tellement retenus. Quand on regarde sur l'ensemble de leur production, ceux qui ont globalement pas mal de millésimes gagnants, on voit Nextage, on voit Alto, on voit Innocap, XO, Naxicap, Odyssey Venture, Vatel, voilà, les plus connus. Mais il y en a aussi connus qui ont des problèmes, on en a parlé, de retard de remboursement, puisque des gens qui sont investisseurs par exemple dans le FIP 1, 2, 3 Expansion, c'était un fonds d'investissement de proximité qui était prévu pour une durée initiale de 8 à 10 ans. Et 16 ans plus tard, on leur dit que leur fonds, enfin 15 ans plus tard, on va attendre encore un peu. On leur a dit que leur fonds était remboursé pour une année supplémentaire jusqu'en 2020. Et puis il y a aussi un fameux FCPI qui avait été distribué par l'Union financière de France, UFF Innovation 5, dont la gestion était déléguée à Truffle Capital. Et alors là, c'est pareil, vous savez, c'est les fameux fonds qui ont investi dans Carmat et un certain nombre de startups qui ont complètement dégringolé, vu leur valeur s'écrouler sur Alternext. Et donc là, c'est pareil, c'est un fonds qui devait être liquidé au bout de 7 à 9 ans et qui en est à plus de 14 ans et qui est toujours avec ses créances qui n'arrivent pas à liquider. Voilà donc performance décevante pour certains, mi-figue, mi-raisin, et à boire et à manger. Il faut donc séparer le bon grain livret, comme on dit. Merci beaucoup, Gilles Pouzin, donc fondateur du site de la déontologie financière, deontofi.com. Merci. Merci, David.